Bene, ben rientrati, ben arrivati a chi non era all'incontro di prima. Eh, Si parlava del fatto che Babel quest'anno è un festival molto di scoperta, cioè di autori che non sono stati tradotti, e subito qui abbiamo una notevolissima eccezione che è Laurent Mauvigné, autore di svariati romanzi, gli ultimi 5 tradotti da Yasmina Melawa e tutti pubblicati da Feltrinelli. L'ultimo dei quali, il titolo in francese è Histoire de la nuit, che dà il titolo a questo incontro. In italiano è tradotto con la festa di compleanno, però io credo che loro spazieranno anche su altri libri. Quindi buon incontro e lascio la parola a Laurent Mauvigné e Yasmina Melawa. Bonjour, buongiorno a tutti. Bonjour Laurent Mauvigné, je suis très heureuse de faire cette conversation avec vous. Vous êtes sans doute un des écrivains les plus réputés, respectés de France pour votre rigueur, pour votre travail sur la langue. Et alors j'ai tout de suite deux questions à une. La première qui est toute simple, comment êtes-vous arrivé à la littérature? Et la deuxième un peu plus compliquée, vous êtes publié par les éditions de Minuit, qui sont une maison d'édition qui est née pendant l'occupation en 1942, en publiant Le silence de la mer de Vercors, et qui a une maison d'édition qui avait des débuts de fort, disons, engagement politique. Et il me semble que un très fort engagement politique, par exemple, en publiant pendant la guerre d'Algérie un texte comme la question de Alleg en 1958 sur la torture en Algérie. Et ensuite, cet engagement politique, il me semble qui s'est traduit au fur et à mesure par un engagement qui était plutôt un engagement au niveau du renouvellement des formes de la littérature. Et les éditions du Minuit sont devenues la maison d'édition surtout de la recherche et du travail sur la langue. Dans un interview, vous parlez en fait de l'exigence de l'écriture. Et la question que je voulais vous poser, donc c'était comment est-ce que vous êtes arrivé à la littérature, et est-ce que vous vous retrouvez, dans quelle manière, dans cette forme d'engagement qui vise plutôt au travail sur la langue? Bonjour à tout le monde. La littérature, je fais partie d'un monde où elle n'existait pas avant, déjà. Je vivais à la campagne, il n'y avait pas de livres du tout chez moi, donc j'avais à peu près aucune chance de rencontrer la littérature dans ma vie. Et puis il se trouve que vers l'âge de 9 ans, j'ai été hospitalisé. Et parfois ça tient la vie, tient des petits miracles comme ça. J'ai une tante qui m'a apporté un livre de la comtesse de Ségur qui s'appelait Mon petit diable, et un cahier et un stylo. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je lui ai redemandé plusieurs fois. Elle s'en souvenait même pas, à vrai dire. Alors que ça a juste changé ma vie. Parce que j'ai lu... voilà, j'étais immobilisé dans un lit et puis quand j'ai terminé la lecture de ce livre, parce que à l'époque, les jeux vidéo n'existaient pas, donc bon... j'ai lu ce livre et ça m'a tellement sorti de l'hôpital que quand le livre s'est terminé, ça a été un vide total. Et il me restait un cahier et un stylo. Et du coup, j'ai commencé à écrire la suite. Puis ça ne me suffisait pas. Et puis j'ai raconté une histoire d'un enfant avec un chien qui courait, qui partait, qui pouvait s'évader, etc. Et c'était foutu, quoi. Voilà pour la première partie.
La deuxième, pour Minuit, Minuit, c'est un petit peu... ça a été complexe dans ma vie parce qu'au départ, j'ai fait des études dans les écoles de Beaux-Arts. Et la littérature, qui était enseignée, c'était pas tellement Minuit, c'était plutôt Philippe Solers, tel quel et tout ça. Et c'était pas tellement le côté Minuit, je l'ai découvert après les Beaux-Arts. Et donc c'est un peu par des rencontres de gens que ça s'est fait. Et quand j'ai découvert, justement, ce qui m'a intéressé, c'est que après les Beaux-Arts, j'avais l'impression que soit on faisait du roman très 19e siècle, très conservateur, soit on faisait des choses d'avant-garde, mais un peu illisibles, et puis qui avaient déjà été faites, dans les années 50, 60. Et donc, moi, je me disais, en fait, moi, j'arrive à la fin du siècle, tout est fini, il n'y a rien à faire, donc rien. Et j'ai découvert les éditions de Minuit à ce moment-là. Et ça a été une révélation en me disant, on peut donc faire du roman, mais le faire différemment, le faire en prenant en compte la modernité du XXe siècle et en essayant de trouver une voix qui parle à tous les lecteurs, mais qui soit une voix d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'était très important pour moi. Moi, ça m'a frappé à propos des éditions de Minuit. J'ai lu dans une interview que quand on a demandé à Jérôme Landon, c'était quoi ce fameux style de Minuit, et j'ai trouvé la réponse géniale. Il a dit le style de ceux qui n'écrivent pas comme il faut. Et j'ai trouvé qu'il était une réponse merveilleuse, justement, et je rattache cela à cette idée de, disons, de l'engagement, parce que c'est un peu le sujet du festival, non, de l'engagement d'un écrivain, l'engagement qui passe peut-être d'abord par son engagement par rapport à la langue, avant que par rapport au sujet qu'il aborde. Oui, ça c'est très important parce que c'est dans les années 60, on va dire, c'était ce qui faisait la grande différence. D'un côté, on avait les écrivains Minuit, type Beckett, Duras, d'un côté, et on avait de l'autre côté, on va dire, Sartre, Camus. Et les gens de chez Minuit détestaient Sartre et Camus, qui leur rendaient bien de l'autre côté. Mais alors pour des raisons qui avaient vraiment du sens, c'est-à-dire que chez Minuit, les auteurs considéraient que Sartre et Camus écrivaient comme des journalistes, et donc qu'ils écrivaient avec la langue du pouvoir. Et donc même si leur message était un message contre le pouvoir, l'outil qu'ils utilisaient était utilisé à la manière du pouvoir. Et donc, ils ne révolutionnaient pas le monde comme ils prétendaient le faire. Pour Beckett, par exemple, il était important que transformer le monde, ça passe par transformer le langage. Si on ne transforme pas le langage, on ne transforme pas le monde. Artaud le disait déjà bien avant, dans les années 30. Donc il y avait vraiment ces deux visions qui étaient quand même très... Duras, qui avait quand même le sens de la provocation, disait comme ça, Maurice Blanchot écrit, Jean-Paul Sartre n'écrit pas. Ouais, c'était très clair, très dur. Et là, par exemple, ça m'a beaucoup frappé à propos, et on reste encore un petit peu sur la question de la langue, parce que c'est là que tout commence et tout se termine, je crois, pour un écrivain. Vous avez parlé une fois, vous avez prononcé une phrase qui m'a beaucoup frappée. Je crois que vous parliez d'une expérience peut-être de votre mère chez un médecin, et vous avez parlé du pouvoir surplombant de la langue. Et je me demande si, dans une démarche d'engagement d'un écrivain qui s'occupe aussi de parler, de raconter de la réalité sociale, justement, la manière dont il
l'utilise, la langue est importante pour éviter d'utiliser une langue qui soit une langue du pouvoir. Voilà. Ah oui, c'est très important. Ça m'a même empêché d'écrire pendant des années, en fait. Parce que quand j'étais enfant, moi, mes parents, ma mère, elle a arrêté l'école à 11 ans, 12 ans. Elle gardait les vaches. Elle ne savait pas lire. Mon père savait lire, mais mon père, il était obsédé par l'idée qu'il fallait être bon en français parce que c'était pas seulement être bon à l'école, mais c'était surtout être bon en français parce que il disait tu te feras pas rouler si tu es bon en français, tu te feras pas avoir. Si tu maîtrises la langue, tu te feras pas avoir. Et moi, je me souviens vraiment enfant de voir devant les médecins traduire à ma mère ce qu'ils étaient en train de lui dire parce qu'ils lui parlaient avec un jargon médical et je la voyais, elle comprenait rien et c'était à pleurer, quoi. Pour moi, c'était extrêmement douloureux et j'étais obligé de prendre le rôle de l'adulte qui était obligé de dire à ma mère pas seulement ce qu'on lui disait, mais je voyais, en fait, je voyais vraiment il y avait deux types de médecins pour le coup. Il y avait les gens qui avaient l'humanité j'allais dire, de condescendre, à venir vers nous et à essayer de nous expliquer ce qui se passait, à nous parler normalement. Et en général, ceux-là avaient tendance à sourire et à être humains. Et puis les autres qui nous regardaient comme ça en nous expliquant un petit peu de loin et qui n'avaient jamais le temps, quoi. Ah ouais. Et ça, vraiment, dès l'enfance, ça m'a vraiment troublé, ce rapport au langage, parce que c'était aussi le langage que j'ai remarqué qu'on avait quand on avait, je sais pas, une fois j'avais suivi mes parents à un rendez-vous à la banque. Je dis tiens, les banquiers parlent comme les médecins, c'est bizarre. Et puis le directeur de l'école parle comme un banquier qui parle comme un médecin, c'est bizarre. Enfin, ces gens sont bizarres. En tout cas, je ne veux pas parler comme eux. Et je me dis que le langage ne peut pas servir à ça, c'est pas possible, quoi. Et souvent, je vois, quand je vois les politiques ou tout un tas de gens dans la vie, en fait, qui ont une façon de parler, mais qui se traduit de manière aussi, par exemple, pas forcément méprisante. Ça peut être la langue du pouvoir, c'est la langue de la communication, c'est la langue de la publicité, c'est la langue du je parle pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le contraire quand on parle à tout le monde, c'est qu'en réalité on veut asservir tout le monde. Voilà. C'est vraiment une question de pouvoir. Et je trouve que c'est une question totalement négligée. Et je pense que les écrivains, s'ils servent à quelque chose, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui se vendent parce qu'ils ont des messages. Soit, je sais pas, sur la vague MeToo, des choses comme ça en ce moment, et qui ont des sujets pour lesquels qu'on ne peut être que d'accord, j'ai envie de dire. Mais moi, dès que je vois une langue qui est... Si mon banquier est trop d'accord avec la façon dont c'est écrit, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc... Vous voyez, je me dis, moi, j'ai besoin que la langue produise un écart. J'ai envie d'avoir quelqu'un en face de moi que je ne connais pas et que je rencontre. J'ai envie d'une rencontre à travers la langue, d'un monde, d'un univers. Et tout ça se passe à travers l'écriture, plus qu'à travers simplement un message. Le message, le problème... Là, par exemple, je viens de lire un très bon mauvais livre à message. Un bon mauvais livre. C'est-à-dire que très bien, pour le coup, plutôt bien écrit, etc. Mais vraiment un livre à message. Et j'ai pas pu le terminer parce que... Oui, c'est des choses... Bon, ben d'accord, mais on va tous être d'accord. La guerre, c'est pas bien. La maladie, c'est pas bien, etc. Bon, ok, bon, mais... où sont les gens ? Ouais. Là, vous avez vraiment touché quelque chose. La deuxième question que je voudrais vous poser, je vais vous la poser après qu'on a lu un petit passage
du dernier roman, de votre dernier roman, Histoire de la nuit, qui est page 15. Peut-être 2 mots juste pour situer. Ce roman se déroule pendant une nuit où, disons, en simplifiant beaucoup, une famille et une voisine dans un hameau français sont kidnappés par 4 gens qui arrivent la nuit, cette nuit où normalement aurait dû se dérouler la fête d'anniversaire de Marion, qui est la femme. Et dans ce passage, concerne le père de Bergogne, qui est l'homme, disons, de la famille. Mais c'est un passage qui concerne surtout ce petit village de La Bassée, qui est le village où se déroulent presque tous les romans français de Laurent Mauvigné se déroulent dans ce village de La Bassée. Merci. Ouais. Alors, je vous préviens, c'est un peu long, mais dès lundi matin, vous pourrez rentrer chez vous. Pour autant, ce n'était pas par amitié ni par envie de l'avoir tous les jours à ses côtés qu'il lui avait vendu la maison mitoyenne. Il avait, après des années à l'avoir refusée, s'obstinant à nier l'évidence, juste fini par se résigner à vendre les 2 maisons que ses derniers locataires avaient quittées pour aller se jeter dans la gueule du chômage de masse au fond des cités HLM d'une ville moyenne, le laissant devant cette évidence, cette idée, ou plutôt ce constat qui lui tordait le ventre et le cerveau, à savoir que tous les jeunes partaient, les uns après les autres, abandonnant les hameaux, les fermes, les maisons et les exploitations, une vraie hémorragie qui laissait, de son point de vue, tout le monde indifférent. Voilà, aucun ne resterait, il n'y avait de toute façon rien à foutre à La Bassée, c'est vrai, mais entre n'avoir rien à foutre et n'en avoir rien à foutre, il y avait une nuance que personne ne semblait voir, car personne ne voulait la voir. Bergogne père avait dû admettre que ses fils non plus ne resteraient pas, qu'il n'habiterait avec lui aucune des maisons du hameau pour garder la ferme comme il aurait aimé, ou cru jusqu'au bout qu'il le ferait, comme lui, avant eux, l'avait fait, et comme son père encore avant lui. Sa femme était morte depuis longtemps, le laissant seul avec ses 3 garçons sur les bras. Bergogne père avait espéré qu'à eux 3, ses fils seraient plus forts pour agrandir et faire prospérer la ferme, mais il avait dû comprendre que seul Patrice resterait, les 2 plus jeunes ayant vite choisi de le laisser, comme l'un d'eux l'avait dit, dans sa bouse. Ils avaient tous les 2 foutu le camp dès qu'ils avaient été en âge de partir, et, hélas, il n'y avait rien eu d'étonnant à ça. Voilà longtemps que toute La Bassée était vouée à s'étioler, à partir en lambeaux, un monde, le sien, uniquement destiné à s'amenuiser, à se réduire, s'évanouir jusqu'à finalement s'effacer totalement du paysage, et ils peuvent appeler ça désertification s'ils veulent, ruminait-il, comme pour dire que c'est un mouvement naturel et qu'on ne pourra ni l'enrayer ni l'endiguer. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent juste qu'on crève sans rien dire, qu'on reste la bave aux lèvres mais le doigt sur la couture du pantalon, bon petit soldat jusqu'au bout. La Bassée va disparaître et c'est tout. Elle ne sera pas le seul trou dont il ne restera qu'un nom, un fantôme sur une carte IGN. Sauf qu'en plus, La Bassée a un nom tellement banal qu'il y en a 4 ou 5 qui ont le même, cette Bassée-là n'étant même pas celle du Nord, coincée entre Arras, Béthune et Lille, qui est une vraie ville et pas un village, comme ici. Bref, tout ça va être aspiré, bouffé, digéré et chié par la vie moderne et ce n'est peut-être pas plus mal. Le père Bergogne écumait de rage, tout allait disparaître, non seulement les fermes et tous les hameaux avec, mais aussi les zones pavillonnaires des années 60 qui avaient poussé avant de se rabougrir et de se faner sans même avoir eu le temps d'éclore, avec l'usine de métallurgie qui, après de longues années d'agonie, avait fini comme tout le reste par fermer ses portes, comme avaient aussi fini en bateaux fantômes les HLM qui avaient surgi de terre, comme des pustules sur une peau malsaine, au moment où l'on croyait que La Bassée allait s'agrandir, avec ses usines flambant neufs aux noms sonnants comme ceux d'un Terminator qui allait en remontrer à la concurrence, usines dont on ne savait pas encore qu'elles étaient pourries d'amiante et portaient en elles cette mort dégueulasse qui aura finalement tué tous ceux à qui elle avait promis la belle vie. Merci. Eppure non era per amicizia, né per la voglia di averla tutti i giorni vicina, che le aveva venduto la casa a fianco,
Dopo anni in cui si era rifiutato, ostinandosi a negare l'evidenza, aveva finito col rassegnarsi a vendere le 2 case che gli ultimi affittuari avevano lasciato per andare a gettarsi in pasto alla disoccupazione di massa nei palazzoni di periferia di una città di medie dimensioni, lasciandolo di fronte all'evidenza, all'idea, o meglio alla constatazione, che gli scombussolavano lo stomaco e il cervello, e cioè che tutti i giovani se ne andavano, uno dopo l'altro, abbandonando i casali, le fattorie, le case e le aziende agricole. Una vera emorragia che, secondo lui, lasciava tutti indifferenti. Ecco, non sarebbe rimasto nessuno, che tanto non c'era un cazzo da fare alla Basset, è vero, ma tra non esserci un cazzo da fare e non fregarsene un cazzo c'era una lieve differenza che nessuno sembrava cogliere perché nessuno voleva coglierla. Bergoglio padre aveva dovuto ammettere che neanche i suoi figli sarebbero rimasti, che non avrebbero abitato con lui in nessuna delle case del casale per occuparsi dell'azienda agricola, come a lui sarebbe piaciuto, o come aveva creduto fino alla fine che avrebbero fatto, come lui prima di loro aveva fatto e come suo padre prima ancora di lui. La moglie era morta da tempo, lasciandolo solo con 3 figli maschi di cui occuparsi. Bergogne padre aveva sperato che i 3 figli per parte loro sarebbero stati più forti per ampliare e far prosperare la fattoria, ma aveva capito che solo Patrice sarebbe rimasto, poiché i 2 più giovani avevano presto deciso di lasciarlo, come aveva detto uno di loro, nel suo letamaio. Entrambi se n'erano andati appena avevano avuto l'età per farlo e, ahimè, in questo non c'era proprio niente di strano. Da un pezzo ormai tutta la Basset era destinata a languire, a disfarsi. Un mondo, il suo, unicamente destinato a rimpicciolirsi, a ridursi, a svanire fino a scomparire poi del tutto dal paesaggio. E questo spopolamento delle campagne, rimuginava lui, lo chiamino pure desertificazione se vogliono, come per dire che è un processo naturale e che non si potrà né fermarlo né arginarlo. Ma la verità è che vogliono solo che crepiamo zitti e muti, che ce ne restiamo con la bava alla bocca, ma sempre in riga, da bravi soldatini fino alla fine. La Basset scomparirà e basta, non sarà certo l'ultimo buco sperduto di cui resterà soltanto un nome, un fantasma su una cartina IGM, che oltretutto la Basset ha un nome così banale che ci sono altri 4 o 5 posti che si chiamano così. E infatti questa Basset non è neanche quella del nord, messa lì fra Arras, Béthune e Lille, che è una vera città e non un paesino come qui. E insomma tutto sarà assorbito, divorato, digerito e cagato dalla vita moderna e forse non è neanche male così. Bergogne padre schiumava di rabbia, sarebbe scomparso tutto, non solo le fattorie con loro tutti i casali, ma anche i quartieri di villette degli anni 60, che erano spuntati per poi sfiorire e appassire senza neppure aver avuto il tempo di sbocciare, insieme con lo stabilimento di metallurgia che dopo lunghi anni di agonia alla fine, come tutto il resto, aveva chiuso le porte, così come erano diventati dei vascelli fantasma i casermoni popolari spuntati dal suolo come bubboni su una pelle malaticcia, quando tutti credevano che la Basset si sarebbe ingrandita, con le sue fabbriche nuove di zecca dai nomi che suonavano come quelli di un Terminator, fabbriche che avrebbero sbaragliato la concorrenza e di cui non si sapeva ancora che erano piene zeppe di amianto e portavano in sé la morte schifosa che alla fine li ucciderà tutti, quelli che si erano visti promettere la bella vita. J'ai beaucoup aimé ce passage, mais surtout je trouve que c'est très intéressant parce que, comme je disais, la Basset est présente dans vos romans depuis Loin d'eux de 1999, il me semble. Et on a vu depuis Loin d'eux jusqu'à Histoire de la nuit ce petit village changer jusqu'à ce point. Cette description d'un endroit qui part finalement, qui se délite. Est-ce que je pense que les espaces, les lieux ont toujours un rôle très important dans les histoires, dans les romans, dans les textes.
Et il me semble qu'il y a un aspect sans doute, qui est probablement autobiographique. Il y a votre village d'origine derrière la Bassée, mais il me semble que c'est aussi autre chose, qui dit aussi autre chose. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la Bassée finalement? La Bassée. Alors c'est vrai qu'au départ, je voulais pas utiliser le nom de mon village d'enfance. Enfin, parce qu'à l'époque, c'était une petite ville. On disait pas un village, on disait une petite ville. Il y a vraiment le côté la petite ville, et ça s'étend. En fait, c'est très étendu. Il y a vraiment un centre-ville, des lotissements contemporains, on va dire, et puis des endroits comme ça, des hameaux, et puis d'autres micros, alors là pour le coup des villages, et tout ça se relie comme ça sur un territoire qui est quand même qu'on appelle un canton, et c'est assez vaste en fait. Donc c'est très difficile selon où on situe. Par exemple, dans ce livre-là, ça ne se situe pas du tout dans le même type d'endroit que Loin d'eux, par exemple, qui effectivement était dans un lotissement qui est pas dans le centre de la ville. Je veux dire, ça peut se passer aussi. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est la campagne, il y a une géographie à l'intérieur de ça qui est très différente d'un livre à l'autre, même si c'est la Bassée. C'est la Bassée, soit le canton, soit le centre-ville, soit le lotissement, soit les hameaux. Et c'est des univers qui, même s'ils sont ruraux, parce que c'est toujours pareil. Vous voyez, on se dit on se doute bien que habiter dans le 6e arrondissement de Paris ou dans le 20e, c'est pas la même histoire, mais c'est pareil à la campagne en fait, y compris la plus grande ruralité. Il y a 2 rues qui peuvent être la rue un peu bourgeoise et puis d'autres, etc. Il y a cette disparité-là, elle existe aussi. Donc ça, c'est vrai que dans ce livre-là, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le hameau, quoi. Le hameau, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que là où c'est bon, pour moi, c'était hors de question de prendre le nom de ma Touraine, parce que une fois encore, c'est lié à cette question du rapport au pouvoir. Je me disais, mais de quel droit, parce que je vais moi écrire, je vais expliquer à la France entière et ailleurs, moi où j'ai vécu, c'est comme ça. Peut-être que mon voisin, lui, il pense pas du tout que c'est comme ça. Et je vois pas pourquoi son avis compterait moins que le mien. C'est pas parce que j'ai le pouvoir de nommer une chose à ce moment-là que j'ai forcément raison. Et puis même si j'ai raison, c'est mon avis et son avis compte autant. Je suis un incorrigible démocrate sur ça. Et il en reste, si, je vous assure. Et pour moi, je me dis, si je mets le vrai nom, j'impose un point de vue. Et du coup, je l'impose. Donc ça, c'était très important. Et puis, je trouve aussi la Bassée, pour moi, ça raconte une... Quand j'étais enfant, disons, on va dire ça comme ça, pardon. Excusez-moi. Quand j'étais enfant, je voulais écrire. Puis je vivais dans un lotissement, le lotissement qu'on a dans Loin d'eux, dans Apprendre à finir, qui m'a vraiment servi c'est vraiment la maison où j'ai passé mon enfance. Et je me disais, mais aucun écrivain n'a jamais vécu dans un truc pareil, quoi. Et aucun écrivain ne va au supermarché du coin en vélo. Ça n'existe pas, quoi. Et toutes les rues étaient des noms d'écrivains. Et donc je me disais, non, l'écrivain, on peut pas, c'est quelqu'un de mort au 19e siècle, je sais pas. Donc pour moi, c'était un vrai manque. Et quand j'ai commencé à lire de la littérature contemporaine, c'était souvent effectivement de la littérature parisienne, citadine, de gens souvent qui n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes, mais pas de problème d'argent, par exemple. Donc je me disais, ils ont de la chance. Et j'avais l'impression d'un monde complètement... et puis une langue qui ne m'intéressait pas du tout. Donc je me disais que je ne serais jamais écrivain. Donc c'est pour ça que la Bassée, c'est devenu vraiment
Après, je ne suis pas le seul, bien sûr. Après, en découvrant Faulkner, j'ai bien vu que cette idée-là avait déjà été prise et reprise. Et plus récemment par Muñoz Molina, un Espagnol que je lis beaucoup, que j'aime beaucoup, qui a aussi comme ça son village dont il a changé le nom et qui lui sert de lieu d'éternel retour, en fait. Et en même temps, vous avez quand même choisi, des fois, dans vos romans, il y a beaucoup de romans qui se déroulent à la Bassée, mais il y a quand même des sorties très loin, non? Ouais, bah oui, parce que j'essaie de m'évader, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, vous savez, les premiers livres se passaient à la Bassée. Au bout d'un moment, je me dis, j'en ai marre de la Bassée, j'en ai marre. Et puis à la fin, ça se passe toujours dans une cuisine et tout ça. Donc, je vais éviter 2 trucs. La Bassée, je veux sortir. Mais comme moi, j'ai vécu, en fait, à un moment, je me suis dit, j'avais besoin de sortir de cet endroit, j'ai envie de vivre une autre vie, j'ai envie d'ailleurs, quoi. Et comme ce petit garçon qui, pour écrire, qui à un moment écrit une autre histoire, pour moi, écrire, c'est quand même essayer ce que dit Kafka, vous savez, la fameuse phrase de sortir du rang des assassins, quoi. Sortir de cette espèce de conformisme qui nous oblige à un endroit, à sortir d'une vie toute faite, d'une vie préécrite. Et donc, je me disais, bon, et ben, là, c'était pareil, il faut que je sorte de la Bassée. Donc, je commence avec le premier comme ça, c'est Dans la foule, qui se passe en partie en Belgique. Il y a des Belges, il y a des Italiens. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que je crois que c'est mon seul livre pas traduit en italien. Ouais, je me demande pourquoi. Et on se demande tous pourquoi, aussi, éditeur italien. On se demande pourquoi, Feltrinelli. Ouais. Et non, c'est vrai, c'est une question, parce que c'est celui où il y a des personnages italiens. Et alors, je sais mais parce que l'histoire du Hésel est très compliquée. Et c'est très curieux, c'est que les Anglais qui ont le mauvais rôle dans le livre sont le premier pays à l'avoir acheté. Les Anglais ? Ouais. Alors, parce que, excuse-moi, oui, dans la foule se déroule dans le stade de Heysel où il y a eu cette tragédie. Finalement, vous vous souvenez, c'était en 85. Il y avait eu 40 morts à peu près. Et c'était un match entre Liverpool et Juventus. La Juventus, ouais. Et moi, ça m'avait traumatisé. Je l'avais vu à la télévision, j'y étais pas. Hein. Ce qui a réactivé ça pour moi, c'était le 11 septembre. Parce qu'en voyant le 11 septembre, je me suis dit, j'ai déjà vécu cette sensation comme ça d'un truc qui se passe en direct, d'une extraordinaire violence qui rentre chez vous. Et c'était le drame du Heysel. Et donc là, je me suis dit, ça m'intéressait, alors pour plein de raisons. D'abord parce que j'en avais effectivement marre de la Bassée. J'entendais dire beaucoup de mal de la littérature française qui était trop petite, trop nombriliste, trop tout ça. J'étais en train de lire un auteur américain qui s'appelle Don DeLillo, un livre qui s'appelle Outre-monde, je ne sais pas comment il est traduit en italien, qui ouvre par un match de baseball dans les années 50. Et je me suis dit, ça, je ne peux pas le faire, donc je vais essayer de le faire. Et je suis parti sur cette histoire du drame du Heysel. Et en terminant le livre, je me suis aperçu que malgré tout, un stade, et même l'Europe, ça marche comme une maison. C'est-à-dire que vous êtes en France, vous êtes en Italie, en Belgique ou ailleurs, où vous êtes dans un stade. Un stade, c'est un lieu clos. Et l'Europe est aussi un lieu clos. Et je me suis dit, en fait, ma structure mentale, je l'ai changée d'échelle. Mais au fond, quand les personnages passent de la France à l'Italie, par exemple, je ne sais pas, c'est comme s'ils passaient du salon à la cuisine. Oui. Il n'y a pas de différence, en vrai. En réalité, il n'y a pas de différence. Et j'ai récidivé plus tard en me disant, là, je vais vraiment tout casser, je vais vraiment pousser les murs encore plus. Et ça s'appelait Autour du monde. Où là, vraiment, l'idée était vraiment de pousser les murs, de me dire, non, il faut que je pense différemment, il faut que je sorte différemment. Et j'ai fait vraiment un livre mondial où ça se passe partout dans le monde. Et alors, j'avais mis mon planisphère comme ça sur mon mur. Et puis, chaque
histoire répondait un petit peu à une autre histoire, mais plutôt par les lieux, c'est-à-dire si vous êtes dans un pays chaud, après vous êtes dans un pays froid, etc. Ça se jouait plutôt par des choses comme ça, pour arriver à la conclusion consternante que le monde est une seule maison. Et d'ailleurs, nous n'en avons qu'une, il faut y faire attention. Et qu'en fait, on ne change pas de structure mentale, et que j'écrive à la Basset ou que j'écrive la Terre entière, en fait, ma façon de le faire est exactement, on va dire, symétrique ou parallèle, c'est-à-dire je ne peux pas, à la fin, c'est quand même des personnages qui passent d'une pièce à l'autre, et je vous défie de trouver un de mes livres où il n'y a pas une scène de cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut-être se rattache à une question que je voulais vous poser, mais je vous la poserai ensuite, qui concerne les détails et la tendresse. Les détails et la tendresse, mais on le verra ensuite. Parce que c'est vrai, ça m'a frappé aussi, les scènes de cuisine, les toiles cirées. Et, oui, à propos, disons, de cet univers, quoi que vous essayez de élargir, non, les limites, finalement, on se retrouve dans un appartement ou autour d'une table de cuisine. C'est peut-être aussi dû à un aspect qui m'a tout de suite frappé en vous lisant et en vous traduisant, et que je trouve que c'est vraiment des aspects les plus intéressants de votre écriture, qui est le fait que vous ayez un regard que je dirais à hauteur d'homme. Ce regard à hauteur d'homme par rapport à vos personnages, où il n'y a jamais, par rapport auquel il n'y a jamais un narrateur qui en sait plus, qui leur explique leurs raisons, les motivations de leur vie, et surtout le fait qu'il y a presque toujours il n'y a pas de personnage principal. Très souvent, il n'y a pas de personnage principal. Il y a un groupe de personnages qui, c'est comme si c'est changer le micro, c'est changer non pas le micro, mais vraiment le point de vue. Et de cette manière, du fait que vous êtes vraiment à hauteur d'homme et vous prêtez le micro ou le faisceau de lumière à vos personnages, tout cela, et je trouve vraiment c'est quelque chose de très très puissant dans votre prose. On a vraiment la possibilité de voir la complexité de la réalité, et on n'a jamais de réponse, on a toujours des questions, parce qu'il y a toujours un regard qui passe de l'un à l'autre. Et aussi dans Histoire de la nuit, je m'obstine à l'appeler Histoire de la nuit et pas la Festa di Compleanno. Il y a les méchants, bien sûr, il y a les méchants qui arrivent pour kidnapper, mais là aussi il y a tellement ce regard à hauteur d'homme et ce regard qui change, que finalement on n'arrive pas trop bien à dire, bon, les méchants de ce côté-là et les bons de ce côté. Et les méchants aussi, on voit, en voyant leur vie et les milieux où ils ont grandi, que c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Et je ne sais pas quelle était la question, mais non, c'est vraiment, est-ce que c'est un choix? Non, voilà, la question, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce que c'est un choix vraiment de se mettre à hauteur d'homme et de ne pas avoir le narrateur ou bien le personnage principal qui est un peu le chef d'orchestre? Alors, c'est deux choses, en fait. La première chose sur l'aspect se mettre à hauteur d'homme, c'est un petit peu le pendant pour moi de la question du message. C'est-à-dire que l'auteur non seulement n'a pas de message, même s'il oriente quand même le livre. J'espère qu'on voit que ce ne sont pas des livres d'extrême droite ou des trucs comme ça, des trucs qui me feraient horreur. Non, il y a quand même, évidemment, l'auteur transparaît. De toute façon, l'auteur va transparaître. L'auteur, il sera là de toute façon. Donc, tout le travail, c'est de l'enlever le plus possible pour laisser vivre les personnages, pour essayer de ne pas imposer une idée, mais que l'idée s'impose d'elle-même ou s'impose à l'intérieur du livre. C'est le livre qui doit orienter le lecteur et le faire penser de lui-même. C'est pas l'auteur qui doit dire « Tiens, lecteur, tu vas penser ça ». Et donc, pour ça, il faut quand même que non seulement ne pas dire « Je vais
imposer tel message sur la paix dans le monde ou je ne sais quoi. Mais je vais mettre des personnages en situation que le lecteur se dise « Non, mais c'est trop horrible, la guerre, par exemple, ça ne va pas. » Vous voyez, mais il faut que ce soit le lecteur qui le déduise. Et le seul moyen d'arriver à faire ça, c'est de mettre le personnage dans une situation où il est en état d'ignorance totale, où il est au plus près de la situation qu'il vit. Par exemple, il y a un livre des hommes sur la guerre d'Algérie, où pour moi, je m'étais beaucoup informé, mais c'était un petit peu vrai déjà pour Dans la foule. Je m'étais beaucoup informé pour la guerre d'Algérie, et ça a été très difficile pour moi de me mettre dans la peau des personnages, c'est-à-dire que quand le personnage arrive en Algérie en 61, il ne peut pas savoir qu'il va y avoir un coup d'État, il ne peut pas savoir que la France va perdre, il sait juste qu'il a un fusil dans les mains, qu'il fait nuit, qu'il a 20 ans et que c'est la première fois qu'il sort de sa ferme. C'est tout ce qu'il sait. Et moi, il faut que je me mette, à chaque fois, il faut que j'enlève tout ce que je sais pour arriver à repasser par la sensation de ce que c'est que la peur. Et à chaque fois, je me disais, il faut qu'un Péruvien qui n'a jamais entendu parler de la guerre d'Algérie comprenne, ressente de quoi je parle. C'est-à-dire quelque chose d'archaïque, quelque chose de profondément humain qui a à voir avec la peur et pas avec ce que moi, j'en sais. Voilà. Oui, j'ai juste... C'est ça. Et en fait, je viens juste relire Des hommes et j'ai vraiment dans ma tête un passage où c'est Feu de bois qui s'appelait Bernard, je crois, qui arrive et qui finalement, on a l'impression, il ne sait même pas trop pourquoi ils se battent, quelles sont les raisons pour lesquelles ils se battent. Et il y a vraiment un passage qui est très fort et on a vraiment l'impression d'être avec lui et de découvrir ce qui se passe comme si on n'en savait rien, nous aussi, nous le lecteur ou la lectrice. Et là, on en vient à propos de la guerre d'Algérie et des hommes, cette pluralité de regards dont il était question dans ma question précédente, et ce que vous venez de dire nous permet d'aborder disons, la présence de ce qu'on pourrait appeler les sujets de réalité dans vos romans. Et ce qui m'a frappé en essayant un peu de revoir tous vos romans, je me suis aperçue après coup que dans chaque roman, il y a quand même un sujet de réalité qu'on pourrait appeler un sujet de réalité important. Il y a la guerre d'Algérie dans Des hommes, il y a les attentats au RER Saint-Michel dans Continuer, il y a le stade Heysel dans La foule, il y a un fait divers dans ce que j'appelle Oubli, il y a le tsunami au Japon dans Autour du monde, il y a l'extrême droite, disons en général le racisme dans Continuer. Mais on dirait que vous plantez ces sujets de réalité, des sujets d'actualité, pour aller plus loin et pour poser des questions plutôt que pour donner des réponses. Et là, un peu, peut-être vous venez déjà de me répondre. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que on a l'impression que ce genre de sujet de réalité sert juste à permettre aux personnages de faire remonter à la surface une felure qu'ils ont dans leur vie, dans leur existence. C'est comme si ces sujets, ces éléments de réalité, d'actualité, sont plantés pour aller plus loin dans la blessure qu'il y a dans les personnages. Alors, là encore, il y aurait deux choses. Je me dis, pour moi, alors souvent, c'est des déclencheurs dans l'écriture,
Et c'est vrai que pour moi, ça crée de la vibration dans ce que les gens éprouvent, ressentent ou disent. Je vais prendre un exemple tout bête, parce que j'y ai beaucoup pensé, là c'était pour Autour du monde. Je me dis, si vous focalisez, vous prenez, voilà, je vais vraiment parler en termes d'image, même de cinéma à la limite, vous imaginez un jeune couple autour d'une table dans un bar ou un restaurant, et ils sont pleins de tendresse l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, et puis ils se promettent un amour éternel. Vous voyez, ils sont les yeux pleins d'amour, débordants de joie et tout ça. Et donc évidemment, moi je sens poindre de ma part une certaine ironie, un petit truc quand même. Je me dis, oui, je t'aime pour la vie, méfie-toi, c'est long la vie, etc. Bon, mais ça c'est moi et ma petite tout ça. Mais alors ça, je le garde pour moi de mon côté, même si je sens que dans l'écriture, je teinte ça forcément d'un petit chouïa d'ironie quand même. Mais je me dis, si j'élargis la focale, et puis, dans votre image, apparaît derrière un poste de télévision qui passe en boucle les images du tsunami au Japon. Moi, ma question, c'est est-ce que ce qu'ils sont en train de se dire est modifié par cette image ou pas? Est-ce que le contexte interfère dans la vibration de ce que vous êtes en train de faire vivre par l'écriture? Moi, je pense que, et bien évidemment, oui. Que vous viviez dans ce monde-là ou dans un autre, ça change complètement la vérité de ce que vous éprouvez, la vérité de ce que vous allez dire à l'autre, la vérité de toute chose dite, de toute chose vécue, évidemment, est complètement transformée par le contexte dans lequel ça se passe. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est une question. Et c'est vrai que faire traverser mes récits par un drame qui soit personnel ou collectif, etc., pour moi, ça change tout à la vibration de l'histoire. Il y a ça dans un livre de Duras. Voilà que j'ai oublié le titre. Et ça se passe très bien entre des gens qui boivent du Campari à longueur de journée. Et puis, en même temps, on entend l'histoire d'un fait divers dans la montagne, de quelqu'un qui a disparu dans la montagne, etc., qui revient tout le long du livre. Et c'est quelque chose comme ça que je cherche, des espèces de contrepoints qui créent j'allais dire, le souterrain, en fait. Comme une tension intérieure. Là, on peut en venir à votre phrase, c'est-à-dire cette complexité se traduit par une phrase qui est devenue de plus en plus, au fur et à mesure de l'écriture de vos romans, est devenue de plus en plus longue. C'est comme une phrase, quelqu'un a parlé de une phrase circulaire, une sorte de spirale, non? Et en vous traduisant, j'ai toujours l'impression que vous voulez, dans cette phrase assez longue, c'est comme si vous vouliez toujours revenir en arrière pour ne rien oublier. Comme j'ai eu cette image vraiment d'un faisceau de lumière qui fait un peu comme ça le tour pour voir si jamais il y a des zones d'ombre qu'on a oubliées. Et je pense donc à votre phrase et aussi à votre vocabulaire, c'est-à-dire votre lexique. Ce qui m'a frappé en vous traduisant, et en particulier en traduisant l'histoire de la nuit, et que j'ai adoré, c'est le refus des clichés, et qui arrive jusqu'à refuser d'utiliser, par exemple, les expressions, les locutions. À un moment donné, j'étais peut-être fatiguée. Il y avait une scène où vous écrivez quelque chose à propos des chants. Et moi, j'allais traduire, oui, les chants, à perte d'occhio, à perte de vue. Et je me disais,
Il n'y a pas écrit à perte de vue, parce Non. que là, les chants à perte de vue, c'est la voie de la facilité, non? Et en même temps, c'est la voie de l'abstraction, comme toute locution. Et est-ce que c'est conscient chez vous de ne pas... Puis je viens de travailler sur Flaubert, et j'avais lu que Flaubert... détesté, c'était vraiment, chez lui, c'était vraiment conscient le fait de ne pas utiliser l'élocution. Je me demande si chez vous c'est pareil. Alors, je peux rebondir tout de suite sur l'exemple de perte de vue, par exemple, parce que en fait, moi, je fonctionne presque un peu, parfois, dans le mouvement, presque quelque chose qui ressemblerait à du free jazz. C'est à me dire des chants à perte de vue. Ma première réaction, ça va être à perte de quoi? De vue, on a perdu la vue. On a perdu la vue, mais qu'est-ce qu'on a perdu d'autre? Et du coup, je prends toujours les clichés vraiment de manière extrêmement littérale, et ça m'amuse. À chaque fois, ça m'amuse. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qu'on a gagné si on regarde de près, on gagne quelque chose. Vous voyez, on perd la vue, voilà, on gagne l'ouïe. À perte de vue, l'expression va m'amuser, donc je peux en faire une page. Vous voyez, à la limite, si je me sers d'un cliché, ça va être plutôt pour m'amuser avec. Ah oui, à deuxième degré. À deuxième degré, dire à perte de vue, amusons-nous. Ou alors, si parfois j'ai pas le choix, il m'arrive de pas avoir le choix. Je vais intégrer une technique que j'ai honteusement volée à Thomas Bernhardt, qui consiste à dire, vous dites votre cliché, mais vous rajoutez après, comme on dit. Ah, ouais. C'est-à-dire, vous assumez le cliché, mais vous assumez que, bon, comme on dit, les chants à perte de vue, comme on dit. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire, surtout montrer qu'en tant qu'auteur, c'est pas par paresse, ni parce que vous êtes totalement mauvais, c'est parce que vous ne trouvez pas d'autres solutions, mais montrer quand même que vous n'êtes pas dupe, que c'est un cliché. Ça passe pas comme ça. Voilà. Et les clichés sont toujours très intéressants parce qu'en même temps, on vit dans un monde de clichés. Oui. Décrire quelqu'un, par exemple, c'est très très difficile pour ça. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois, et ça je l'ai raconté plusieurs fois. C'est pour ça que j'aime beaucoup les effets de réel. C'est que une fois, je marchais sur un pont à Paris et je vois un couple d'amoureux contre le pont comme ça, avec la tour Eiffel qui scintillait derrière et tout ça. Je me suis arrêté, je me suis dit, mais comment je pourrais décrire un cliché pareil? Il n'y a pas plus cliché que ça. Ouais. Et je me dis, comment? Et pourtant, ils sont vraiment là. Je peux aller leur taper dessus, ils vont avoir mal, ils existent, quoi. Mais pourtant, la scène est une image de cliché. Ouais. Comment je fais? Et là, je me suis dit, c'est parce que je regarde mal. Je suis sûr que si on regarde bien, il y a un truc qui n'est pas cliché. Et je regarde, et qu'est-ce que je vois? Le jeune homme, son lacet de chaussures était défait. Et je me suis dit, ça, c'est formidable, il va se casser la gueule en partant. Et je me suis dit, donc, en fait, le réel est toujours ne laissera jamais le cliché gagner, jamais. Ouais. Le réel a toujours un petit mot à dire, un petit mot de côté, un petit truc. Et votre métier d'écrivain, c'est de dire, alors, bon, la coiffure, elle est comment? Tout ça. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, avec ma femme, on jouait beaucoup à ça. C'était un truc qu'on avait instauré comme un jeu. Et je me souviens une fois au restaurant, il y avait un monsieur, le serveur, avait une chemise grise, très très bien repassée, mais le pli était horizontal. Le pauvre. Donc c'était pas très joli. Mais alors on a commencé à discuter sur ce pli, et on en a déduit quand même, pour vous dire. Après, les gens s'étonnent de se séparer, mais bon, franchement, on a passé une demi-heure là-dessus à déduire que puisque le pli était horizontal, c'est que la chemise n'était pas suspendue, mais qu'elle était rangée dans un placard. Bien sûr. Et si elle était rangée dans un placard, c'est que ce monsieur n'avait pas beaucoup de place. Et pourquoi il n'avait pas beaucoup de place? Parce qu'il avait un petit appartement. Et pourquoi il avait un petit appartement? Parce qu'il n'est pas bien payé.
Voilà, etc., etc. Et moi, j'adore faire ce genre de jeu, parce que d'un petit détail, vous pouvez tirer une ficelle, et dans des ateliers d'écriture, c'est ce que j'aime faire. Et là, cela me permet de faire le lien avec une, disons, tournure que je retrouve dans tous vos romans et qui en dit beaucoup sur cela, qui est prendre le temps d'eux, avoir le temps d'eux. Qu'il se réfère au personnage, il prendra le temps d'eux, il aura le temps d'eux, et cela est toujours dans des phrases ou dans des passages où on prend vraiment le temps de voir que voilà, les lacets sont défaits, que le pli, on prend le temps de se dire que peut-être c'est ce qu'il a un petit placard, et c'est aussi cette idée de, voilà, là c'est aussi au niveau de la syntaxe, d'avoir des phrases qui, elles aussi, elles prennent le temps d'aller chercher comment ça se passe dans les lacets du monsieur. Par exemple, dans Continuer, il y a une scène où les deux personnages avancent sur leurs chevaux et ils traversent un paysage et les chevaux entrent dans la boue, dans la vase en fait, et vraiment ils sont en train de s'enliser. Et alors bon, je décris cette scène et ça m'a pris 8 jours ou même plus, parce que je le fais et puis ça faisait 1 ou 2 pages, puis je me dis mais non, la nuit je m'inquiète, je me dis mais non, ça doit pas être comme ça doit être, il se passe plus de choses. En fait, en vrai, le cheval doit transpirer, il doit avoir peur. Ah oui, donc je reviens le lendemain dessus, et du coup, je me mets à la place du cheval, et je me dis, ça doit être terrible pour le cheval de faire ça. Donc d'un seul coup, on est à 3 pages. Et puis je me dis, mais l'autre, comment il s'accroche dessus, comment il tient dessus, qu'est-ce qui se passe au niveau des mains, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau qu'est-ce qui se passe dans la tête, et en fait, ça devient énorme. Et à la fin, ça fait 10 pages. Mais ces 10 pages, il faut qu'elles soient haletantes, qu'elles soient vivantes, qu'elles soient en mouvement. Et il ne faut surtout pas qu'elles soient ennuyeuses pour le lecteur. Mais il faut que, du coup, le lecteur ait la sensation, quand il va sortir, parce que c'est lui qui va sortir avec le cheval. Ouais. Et là, il s'agit de prendre le temps. Moi, c'est un truc que je reproche très souvent dans les livres que je lis. Je prends toujours le même exemple, mais d'un auteur que je ne cite pas, bien évidemment. Mais vous voyez, on nous dit, il descend dans le métro et hop, il saute dans une rame. Alors je veux bien que ça traduise la vitesse dans laquelle ça se fait. Mais je trouve surtout que c'est très paresseux, parce que ça part du principe que le lecteur, il prend tous les jours le métro, il sait ce que c'est que de descendre. Alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pris le métro, ils ne savent pas. Il y a des gens qui n'habitent pas à Paris, je suis désolé, mais on en revient toujours à ce problème. On se demande où ils vivent, mais bon, bref. Et moi, souvent, quand je prends le métro à Paris, justement, je me dis, c'est quoi descendre dans le métro à Paris? C'est quoi? Vous entrez, c'est un sol un peu gluant parce qu'il y a des morceaux de chewing-gum. C'est des gens qui montent, donc qui vous freinent. C'est une odeur, c'est une façon d'entrer dans l'obscurité, d'entrer dans une certaine lumière blanche un petit peu particulière, d'entrer dans un monde de publicité. Il se passe énormément de choses. Donc, non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, c'est un vrai travail. Votre personnage, il a des choses à vivre, et ça fait partie on ne peut pas détacher le personnage du monde dans lequel il évolue. Ouais. C'est-à-dire que c'est un seul corps. Enfin, Balzac ou les écrivains du 19e siècle faisaient ça très bien, oui. C'est-à-dire d'arriver vraiment à faire
C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression que le personnage, c'est un décor. Autour de lui, il y a un vague décor qu'on brosse rapidement et on s'en fout. Alors que non, ça participe complètement de sa psyché, de qui il est, de là où il va. Et puis pour le lecteur, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde, et n'importe quel lecteur aujourd'hui est traversé par le cinéma. Et donc on ne peut pas écrire sans... La littérature a été profondément modifiée par le cinéma, comme la littérature avait elle-même profondément modifié. Il y a des livres, par exemple, je pense à un livre de Wilkie Collins, dont j'ai oublié le titre. Il y a une femme, à un moment, qui voit je ne sais plus quoi, qui lui fait peur. Elle regarde comme ça, il y a la lune, et elle fait un geste de la main comme ça, comme ça. Bon. Et vous imaginez tout de suite un film expressionniste des années 20, sauf que le livre a été écrit 60 ans avant l'invention du cinéma. Et vous ne pouvez pas lire ce livre sans voir une image de cinéma. Alors moi, je me demande, Wilkie Collins, quand il écrit son livre, qu'est-ce que lui voyait? C'est qui l'auteur? Wilkie Collins, qui était... Wilkie Collins, Vous voyez, et je veux dire, qu'est-ce qu'il voyait? Et nous, on le voit de telle manière. Et non, on dit et Shakespeare, où vous avez chez Racine, vous avez des travelling. Mais et nous, on s'en rend pas compte. On les voit comme des travelling et ça ne nous pose aucun problème. Ou comme les rêves nous posent. On dit tiens, j'ai fait un rêve, c'était un vrai film. Ça ne nous pose aucune question. Mais avant le cinéma, comment? Alors, moi, je pense qu'en fait, le cinéma n'a été inventé que pour répondre à des choses qui existaient avant et qu'en fait, il ne fait que traduire visuellement et qu'en fait, il n'a rien inventé du tout. Il ne fait que suivre des schémas. Le travelling existait parce qu'il existe mentalement dans l'esprit des gens, je pense. Mais quand même, il a sa spécificité, il a son... Et donc, il y a un dialogue permanent avec la littérature. Pour moi, c'est dans les couleurs, dans les sensations, pour moi, c'est très important d'essayer... vous voyez, par exemple, quand Balzac disait qu'il voulait concurrencer l'état civil, je trouve que notre souci à nous, c'est de concurrencer le cinéma quand même, un petit peu. Et je suis sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin que le cinéma. En fait. Et une autre question liée à disons pas à la phrase, mais toujours au langage. J'ai remarqué que bien qu'il y a beaucoup de personnages qui sont issus de milieux ouvriers ou de la petite bourgeoisie, vous évitez d'utiliser un français populaire, l'argot, comme pour, là encore, ne pas, comment dire, faire une œuvre de, je dirais, un mot qu'on utilise beaucoup, l'assignation. Ah bah oui, c'est une horreur. Comme de dire, tu es du peuple, tu dois parler argot au français populaire. Pour nous, c'est plus exotique si tu parles argot au français populaire. Et il me semble que tous vos personnages, quand ils parlent, c'est-à-dire dans les dialogues aussi, évitent d'utiliser un français, disons, français populaire, argot. J'utilise des mots d'une manière un peu impropre, mais vous me comprenez. Oui. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je me souviens d'avoir lu, quand j'étais étudiant, c'était un reproche qu'on faisait à Céline pour Mort à crédit, où on lui disait que ses personnages parlaient une sorte d'argot, quoi, etc. Et il disait pas du tout. Il faut traduire le langage populaire, l'oralité. Il faut trouver un équivalent de l'oralité à l'écrit. Et cette idée d'équivalence de l'oralité à l'écrit, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, parce que c'est vrai que dès que je lis quelque chose qui se veut oral mais qui ne passe pas par l'écrit, ça devient ridicule, ça devient faux. Moi, quand je lis dans un roman quelqu'un qui est capable d'écrire qu'un personnage fait « arg » et il écrit vraiment « arg » comme ça, je dis mais non. Il faut trouver un équivalent littéraire
écrit qui pourrait traduire cette espèce de cri, de râle, de je ne sais quoi. Alors ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, mais ça a été dès les premiers livres, en fait, c'est que je me souviens, pour apprendre à finir, qui était mon deuxième livre, il y avait une dame qui m'avait fait sur un ton de reproche, qui m'avait dit dites donc, elle parle drôlement bien, votre femme de ménage. Et alors, je lui avais répondu, je ne sais pas, peut-être vous ne parlez pas assez avec la vôtre. J'avais trouvé, j'étais complètement affolé par ça. Et alors j'avais essayé de lui expliquer ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire, je disais, vous savez, qu'on soit femme de ménage ou qu'on soit une princesse des mille et une nuits, quand l'homme que vous aimez vous quitte, vous êtes pareillement malheureuse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous êtes pareillement malheureuse que vous. Donc, la femme de ménage est une princesse des mille et une nuits comme les autres, et donc elle doit parler à hauteur de princesse, car toutes les femmes sont des princesses, et on ne doit pas rabaisser les gens, quoi. Ce qu'ils vivent, ils le vivent à une hauteur absolue, à une hauteur quand on ne souffre pas à moitié sous prétexte qu'on serait ouvrier, qu'on ne posséderait pas le langage. Il n'y a pas de différence entre un roi qui pleure son fils et un ouvrier qui pleure son fils. Il n'y a aucune différence. Donc, il ne doit pas y en avoir dans le langage. Ouais, très important, ça. Mamma mia. On a peut-être... on a combien de temps? 15 minutes. Alors, non, juste encore la dernière question sur la tendresse et les détails. La tendresse, ça m'intéresse, la tendresse. Oui, parce que c'est un truc qui m'a frappé. Je ne sais pas si c'était la fatigue ou c'était l'émotion, mais il m'est arrivé à la fin des Hommes, à la fin de Continuer, à la fin d'Histoire de la nuit. Là, on rentre un peu dans le personnel, mais ça ne fait rien, c'est la fin, on peut se le permettre. Vraiment de verser des larmes. On dit en français verser des larmes? On dit? Oui, on dit verser des larmes. Non, mais c'est pas, c'est italien, versare delle lacrime. Si, on dit, si, ça se dit en français, verser des larmes, mais c'est même un peu un cliché. Et donc, vous voyez, alors moi, j'aurais tendance à dire verser des larmes sur mon compte, en banque, bien sûr, etc. Voilà, vous voyez. Mais je suis arrivée à avoir des larmes aux yeux à la fin de Continuer. À la fin d'Histoire de la nuit, parce que là, il y a vraiment 3 mots à la fin qui sont... on peut les lire juste vraiment les derniers mots. C'est tous les derniers mots. À partir de, mais c'est vraiment juste pour, à partir de. Le problème de faire des phrases longues, alors c'est ça. Ah oui, Ida qui appuie. Oui, voilà. C'est la fin. Alors il y a eu cette nuit où les méchants ont kidnappé la famille. Vraiment, on a craint que ça se passe vraiment mal. Et Ida est la petite fille. Ida qui appuie sur la détente et laisse exploser le coup de feu dans un fracas qui fait craquer les murs de la vieille maison, un fracas de pierre et une odeur de soufre qui va s'étendre au-dessus des fermes et des champs, jusqu'à la rivière et la nationale, là d'où l'on pourrait voir le hameau des 3 filles seules, pour peu qu'on décide d'y prêter attention. Voilà, ces derniers mots, je crois, pour peu qu'on décide d'y prêter attention, voilà, je traduis, mais Ida che preme il grilletto e lascia esplodere lo sparo con un fragore che fa scricchiolare i muri della vecchia casa, un fragore di pietre e un odore di zolfo che si estenderà sopra le fattorie e sopra i campi, fino al fiume e alla statale, da dove chiunque
potrebbe vedere il casale delle 3 ragazze sole, se solo volesse farci caso, che non è bello come si seulement il voulait y prêter attention. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression d'un déclic, non, dans ce si seulement il voulait y prêter attention. Et ça m'a fait penser à tous les moments où j'ai l'impression, en lisant vos livres, où vous ne faites pas disons, vous ne vendez pas du pathos, du sentimentalisme et tout ça. Il y a beaucoup de retenue. Et alors, cette retenue fait éclater encore plus les moments, que je dirais, de tendresse. Je me souviens avoir pensé pendant longtemps à la manière dont vous décrivez les pulls de Solange et de Nicole dans la fête, dans la salle des hommes. Et cette attention à cette couleur un peu saumon de ce pull, de cette femme à la retraite, et la tendresse avec laquelle il y a l'attention à cette couleur, aussi bien que le fait, par exemple, de décrire dans la famille de Chefraoui, la toile cirée, voilà, on en vient à la cuisine, la table de la cuisine où il y a encore les traces du chiffon qui a nettoyé. Et là, c'est vraiment des tout petits détails dans un texte qui a beaucoup, beaucoup de retenue. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Mais ces petits détails, c'est vraiment les détails où l'on prend garde, non, à ces petits détails. Et il y a une immense tendresse dans ces détails. Et est-ce que cela a quelque chose à faire avec quelque chose que vous avez dit dans une interview qui m'avait beaucoup frappé? Il faut que je maîtrise la langue française, comme votre père vous disait, non pas pour m'échapper de ce monde, mais pour apprendre à l'accepter et à l'aimer. Ouais. C'est-à-dire que pendant très longtemps, justement, je n'arrivais pas à écrire parce que j'étais tellement en colère contre tout que j'ai mis 15 ans avant de comprendre que le problème... Parce que comme mon père, justement, m'avait expliqué qu'il fallait être bon en français pour ne pas être ouvrier, quoi, pour avoir un bon métier, une bonne situation, etc. Et j'ai mis 15 ans avant de comprendre que mon problème, c'était pas que... En fait, c'était que j'aimais ces gens. Que c'était ma famille, que c'était mon histoire, et qu'en fait, c'était à partir de là que je pouvais écrire et pas contre. Et c'est très important. Et donc, alors je suis très très heureux que vous parliez de tendresse, parce que d'habitude en France on parle de tristesse. Alors ça me change un peu, et ça me fait beaucoup de bien parce que je pense que c'est beaucoup plus juste, que j'essaie d'avoir un regard tendre sur les choses, et dans mes premiers livres et jusqu'à peu près dans La Foule, j'ai eu un très gros malentendu avec notamment les universitaires dans la lecture de mes livres, qui était que je faisais des livres tristes, plombants. Enfin, genre, si on survit à la lecture d'un de mes livres, c'est que vraiment, voilà, parce qu'ils étaient tristes, parce que moi, je dis mais pas du tout. Non. Ils sont pas tristes. Non. Ils sont durs, si vous voulez, mais les personnages sont plutôt combatifs. Je crois pas qu'ils soient tristes. Mais en fait, c'est que ça touchait un énorme tabou en France. Je ne vais pas commencer ici sur ça, mais c'est-à-dire que au cinéma, pendant la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard pouvait dire du bien de Douglas Sirk, et on pouvait pleurer au cinéma. Les grands intellectuels très chics, très machin, adorent pleurer au cinéma. Douglas Sirk, c'est formidable, mais en littérature, surtout pas. Et moi, je viens d'un milieu vraiment, justement, très avant-garde, très tout ça, et il y avait beaucoup de tabous. Le roman était un tabou, les personnages étaient un tabou, et au fur et à mesure que ces tabous tombaient, moi, le dernier auquel j'ai eu droit, c'est le droit aux larmes. Vous voyez ? Et moi, au début, j'avais beaucoup de retenue sur ça. Et j'espère l'avoir encore. Mais en même temps, en me disant, non, il faut y aller si une situation est
appelle une certaine émotion, un certain premier degré d'émotion. Il faut l'assumer, il faut juste trouver le bon moyen de le dire. Et donc oui, par la tendresse accordée aux choses. Là, on peut trouver des détours pour éviter effectivement le pathos très lourd. C'est les détails, c'est par les détails que vous l'évitez. Quand vous parlez de l'odeur de pizza qui reste sur les vêtements, vous savez, moi j'ai une mémoire qui est vraiment nulle, et pourtant j'ai des trucs l'odeur des pizzas qui reste sur les vêtements de Marion et de ses collègues quand le vendredi elles vont manger le pizza. Ce détail, c'est une immense tendresse, cette idée de, parce que ça veut dire qu'elles peuvent juste manger une pizza, peut-être pas quelque chose de plus. Mais vous le dites aussi bien que tout le truc du cadeau, de la montre bracelet, un or, c'est vraiment, ça passe par des détails. Mais ils sont vraiment, il y a vraiment une intensité, voilà, de tendresse dans ces détails, sans les débordements comme ça de l'émotion vendue, non? Mais parce que l'émotion vendue, le problème, pour moi, c'est comme l'usage du passé simple. Je ne peux pas le faire sans rire. Vous voyez, parce que si ça fait trop roman, j'y crois pas. Il faut que j'y croie. Et pour y croire, il faut que j'entre vraiment le plus possible dans le travail, avec les personnages, avec leur situation. Et effectivement, je n'ai pas besoin de regarder son compte en banque à Marion. Je sais bien qu'elle n'a pas un gros salaire. Donc, puis elle est avec ses copines. Ouais, ils vont manger une pizza, quoi. Voilà. Et donc j'essaie à chaque fois, et ce qui est très dur pour les romanciers, c'est pour ça qu'il y a autant de livres que j'aime pas lire, c'est toujours cette question de trop savoir, de trop dire plutôt que d'éprouver. Alors qu'à chaque fois, je pense qu'il faut essayer et ça demande un effort, paradoxalement, ça demande un effort intellectuel beaucoup plus dense. Alors après, j'ai passé aussi des années à ne pas écrire de romans, mais à prendre des notes. J'ai fait beaucoup de voyages où j'avais mon magnéto j'ai écrit, par exemple, un livre entier qui sera sans doute jamais publié, mais j'ai écrit qui pourrait s'appeler Les 4 saisons, parce que vous savez, on passe de automne, hiver, printemps, été, comme je n'apprends rien à personne. Mais quand vous vous dites, posons la question différemment, comment je passe de l'automne à l'hiver? Qu'est-ce qui fait qu'un jour je suis en hiver? Hier j'étais en automne, aujourd'hui je suis en hiver. Et peut-être que demain je serai en automne. Et pourtant non, il se sera passé quelque chose. Et alors vous oubliez tous les mots et vous vous obsédez à regarder le premier jour où vous remettez des chaussettes. Le premier jour où d'habitude vous prenez votre café à la terrasse et il reste chaud assez longtemps, vous n'avez pas besoin de le boire vite. Et un jour, vous avez besoin de le boire un peu plus vite parce qu'il refroidit plus vite. Vous voyez, des choses comme ça. Et moi, j'adore ça. Et j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, de faire que des choses d'obsessionnelles comme ça. Et je pense que je vais me refaire une petite période, un moment comme ça, parce que d'un seul coup, le monde s'ouvre à vous. Ouais. Et vous voyez que les mots ne sont pas grand-chose. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'on a. Et après, ce que dire, on passe de l'automne à l'hiver, franchement, qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit ça? Rien. On a dit, mais on n'a pas été au cœur d'une expérience. Et le lecteur, ce dont il a besoin, c'est de traverser cette expérience, par exemple, de passer d'une saison à une autre, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Est-ce qu'il y a encore un moment pour des questions? 3 minuti, proprio 3. C'è una domanda da 3 minuti? Si. Bonjour. Ces jours-ci, j'ai eu la chance de participer à un atelier de traduction littéraire sous le guide de Madame Melawa, et où on a traduit 2 extraits de vos textes, Histoire de la nuit et Ce que j'appelle oubli. J'avoue qu'il n'était pas évident de ne pas perdre le fil, de suivre le flux, les spirales de votre écriture, tout en gardant le rythme, en sachant d'ailleurs que dans Ce que j'appelle oubli, il n'y a pas un seul point.
Donc, je me demande comment vous faites, vous, pour ne pas vous y perdre vous-même, pour garder le fil concrètement. Est-ce que vous vous donnez des repères, des endroits où vous devez en venir à un moment ou à un autre? Comment écrivez-vous? Alors, ça, c'est un truc. En fait, moi, j'écris au fil de la plume, et y compris quand c'est très diffracté et que ça part dans tous les sens. Et que, par exemple, loin d'eux, les gens sont tous convaincus que je l'ai réassemblé parce que les parties sont pas, c'est pas début, milieu, fin, c'est pas dans le bon ordre et tout ça. Et en fait, pas du tout. Moi, j'écris toujours dans l'ordre. J'écris toujours dans l'ordre et de manière. Je perds la mémoire sur plein de choses. Par exemple, l'an dernier, j'ai eu des problèmes de santé et j'avais commencé un roman. J'en avais déjà 400 pages. Et j'ai repris à la 408e. Je ne savais plus quel jour on était, je ne savais pas quelle heure il était, je ne savais pas où j'habitais. Je passais d'un endroit à un autre. Mais par contre, je savais que quand je ouvrais l'ordinateur, mais je savais exactement où j'étais dans le texte. Je ne me perds jamais dans mon texte. Jamais, jamais. C'est le seul truc dans ma vie où je ne me perds pas. Chez moi, je pourrais me perdre chez moi, hein, je vous assure. Hein, mais dans un texte, je ne me perds pas. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'habite que dans mes textes parce que tout le reste est hasardeux, en fait. C'est vrai. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin peut-être d'ailleurs d'être obsessionnel et d'être attaché à tout regarder de bien. Merci beaucoup. Grazie a Yasmina e grazie a Laurent per quello che è stato un incontro secondo me bellissimo, ma è anche una grande lezione di scrittura per chi scrive e quindi di conseguenza anche una grande lezione di umanità. E visto che qui si parla un po' di impegno, di politica, forse possiamo anche dire che la politica sta nei dettagli, no? Quindi anche in un stringhe di scarpe slacciate. Bene, a dopo con l'incontro tra Elisa Georgieva e Lorenzo Flabi, ma intanto Laurent Mauvigné e Yasmina saranno al bookstore qua fuori per firmare le copie dei libri.